bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode de la bataille livresque. Alors qu'est-ce que c'est la bataille livresque? J'ai décidé en début d'année de demander à 5 personnes de me transmettre leur top 10 de l'année 2022. J'ai pioché un livre par personne et ensuite je leur ai mis des notes et j'ai fait un classement avec un vainqueur. Je vous mets la vidéo d'ailleurs juste ici si vous ne l'avez pas vue. Basiquement on part quand même sur un long vlog lecture, je préfère vous prévenir. Du coup j'ai décidé de demander à 5 nouvelles personnes leur top 10 de 2022 pour pouvoir choisir, piocher parmi ces listes un livre par personne. Je referai sûrement un troisième épisode, je pense pas que j'aurai assez pour faire un quatrième, mais c'est sûr je vais en faire un troisième parce que j'ai déjà commencé à demander à des personnes. Et en fin d'année je ferai la bataille des champions avec les 3 gagnants des batailles livresques. Donc pour cette bataille livresque j'ai demandé donc à 5 personnes. Ces 5 personnes sont donc Lovelda, je vous mets de toute façon tout les Insta, les chaînes en barre d'infos. Pour le coup, Lovelda elle est seulement sur Instagram. J'ai demandé également à Pénélope de la chaîne Plop. J'ai demandé à Juliette de la chaîne Livre et Sortilège. J'ai demandé à Louise des Affaires de Louise et à Emma d'Envolée Livresse. Emma également est seulement sur Instagram. Donc à part Lovelda et Emma, elles sont normalement toutes sur YouTube. Je vous mettrai leur chaîne et leur lien de page Insta pour ceux qui n'ont pas YouTube en barre d'infos. Et je vous propose qu'on commence. Alors contrairement à la dernière fois, je vais vraiment vous séparer, surtout je le fais sur une plus longue période de temps. Et puis au lieu de vous balancer toutes les listes d'un coup, je vais vous faire une liste par personne, par livre à chaque fois que je commence un livre. Donc on va commencer par Lovelda, c'est toi ma belle qui ouvre le bal tout simplement. Et je vais prendre sa liste qui est très intéressante puisqu'on a La tatoueuse de Jaipur de Aka Joshi. Je pense que c'est un historique mais je ne connais pas beaucoup. Les BD Dans la tête de Sherlock Holmes, franchement j'aurais trop aimé prendre ça mais je les ai pas et j'ai plus d'abonnement à la bibliothèque pour le moment, donc clairement voilà. Mais peut-être que si jamais tu gagnes je prendrai ça pour la finale tout simplement. Mais voilà, ça me tentait bien. On a L'enfant secret de Louise Fane, je ne connais pas du tout. Blood and Sugar de Laura Shepard Robinson, je ne connais pas du tout. On a un roman noir chez Glénat qui s'appelle Grimoire noir de Vera Grincy et Yana Bogach. Celui-là, je sais que j'avais vu Aurélie, ma copine Aurélie de Livromancienne, qui en avait dit beaucoup de bien, mais encore une fois, les graphiques, je ne les ai pas forcément pour ma possession. Et vu qu'en ce moment je vais plus à la bibliothèque, j'avoue que voilà, je suis un peu frileuse à acheter des graphiques juste pour une vidéo. Ensuite, on a Les Virtuoses pardon, de la 5ème avenue de Joy Callaway, connais pas du tout. Les voisins de Fiona Cummins, je ne connais pas. Le couple d'à côté de Shari Lapena, je ne connais pas, mais c'est un thriller. Les filles du manoir Foxcott de F. Chase, je ne connais pas non plus. Et Dernier cri de Kara Hunter, ça je sais que c'est un thriller, mais je n'ai jamais lu Kara Hunter. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment des goûts qui se ressemblent pas forcément. Après, en général, Lovelda elle lit beaucoup de contemporains, thriller, voilà, ce genre de choses, et elle lit un petit peu de fantastique, et je pense que moi je suis un peu l'inverse d'elle. Je lis beaucoup de fantasy fantastique et de temps en temps je lis un peu de thriller, d'historique, de contemporain, voilà. Vous avez compris l'idée. Du coup on est un petit peu à l'inverse, mais je sais que par exemple quand elle aime beaucoup un roman de fantasy en général, moi aussi je l'ai beaucoup aimé, donc j'ai quand même confiance en ses avis. Et j'ai choisi Le couple d'à côté de Shari Lapena, déjà parce que quand j'ai reçu sa liste, Maud était avec moi, Maud de la dernière bataille livresque qui est aussi mon amie dans la vie, et elle m'a crié littéralement Shari Lapena, donc voilà, je me suis dit ok, faut peut-être que je m'y penche un petit peu plus. Et c'est un thriller domestique, j'en sais pas plus, mais genre c'était écrit parce que je suis allée sur Audible, il était gratuit au moment où je l'ai ajouté à ma bibliothèque, donc tant mieux parce que du coup j'ai un livre gratuit, un audiobook gratuit, ça ne pouvait être que celui-là, donc je vais le commencer demain puisque là je vous filme en fin de journée, je rentre du boulot et j'aurai pas trop le temps, mais j'ai 6h25 d'écoute, alors peut-être pas parce que là je l'ai mis en 1,4. 7h29 d'écoute, donc je pense que c'est un thriller qui doit pas être très long et ce sera vite lu. J'en profite là de commencer cette vidéo avec un audiobook parce que j'ai beaucoup de lectures à côté et j'avais pas envie de commencer cette vidéo trop tard non plus. Donc voilà, en gros je vais lire ça pour Lovelda et puis je viendrai vous faire une petite update quand j'en saurai un petit peu plus sur ce roman. Allez, à plus tard.
très longtemps après d'ailleurs, pour revenir vous parler du couple d'à côté, donc de Shari Lapena. Puisque j'ai quand même bien avancé dans mon écoute, j'ai eu quelques jours où j'ai pas trop pu faire de la lecture audio, c'est pour ça que voilà, il s'est passé quand même pas mal de jours. Donc je vais vous parler un petit peu de cette histoire. On va suivre un couple, vous avez Marco et Anne qui sont les parents d'un petit bébé. Vous avez Anne qui est en dépression postpartum, ça va pas du tout. Et en gros ils sont invités chez leur voisin pour manger, sauf que la voisine refuse qu'il y ait le bébé parce que le bébé ça crie, ça pleure, ce machin. Normalement ils ont une babysitter mais elle a annulé au dernier moment, du coup ils ont décidé que vu qu'ils sont voisins, qu'ils garderaient le babyphone et qu'en gros toutes les demi-heures ils iraient checker, donner le biberon, voilà, tout ce qu'il y a à faire quoi en gros. Sauf que quand ils rentrent de la soirée, ils se rendent compte que le bébé a disparu. Et toute l'intrigue donc du coup tourne autour de ça. Et j'avoue que aussi le fait que je vous ai pas fait d'update avant, là je suis à peu près à un tiers du roman je dirais, c'est que je trouvais qu'il se passait pas grand chose. On avait l'inspecteur qui interrogeait toujours en boucle un peu les mêmes personnes, qui nous dit qu'il suspecte qu'en gros le couple il est louche, mais voilà, il n'y avait pas grand chose. Et du coup j'étais un peu étonnée, je me disais c'est bizarre parce que vraiment ça n'avance pas en fait. C'est vraiment que l'inspecteur qui émet des théories et qui interroge le couple. Et voilà, j'étais un peu... Voilà. Sauf que dans les dernières heures, minutes, chapitres d'écoute, j'ai vraiment mon intérêt qui s'est ravivé d'un coup. Puisque on commence à apprendre d'une façon totalement random. Genre on s'attend pas du tout à ce que ça arrive là-dessus. Des secrets notamment sur les voisins, mais là aussi sur le couple, et j'avoue que ça ravive mon intérêt et mon attention, puisque il y a plein de questions que je me pose, et puis je commence à me dire que toutes ces familles un peu louches, enfin un peu parfaites surtout, commencent à devenir justement un peu louches, mais par des éléments concrets. Pas juste l'inspecteur qui dit souvent quand c'est des enlèvements d'enfants, c'est les parents, voilà. Et j'avais besoin d'un peu plus de, voilà, d'éléments qui font que je vais pouvoir m'intéresser à qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que le bébé est toujours en vie, est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît, enfin du moins que les couples connaissent qui a enlevé le bébé, est-ce que c'est le couple même, voilà. Voilà, je commence vraiment à me poser des questions et je commence vraiment à m'intéresser surtout à cette histoire, puisque le début, comme je vous disais, je trouvais ça un petit peu plat et linéaire. Là je commence à vraiment kiffer mon écoute, donc je vais continuer, je reviendrai vers vous pour vous donner une update bientôt, mais en tout cas ça a pris un tournant intéressant et je suis assez contente de ce que j'entends pour le moment. Donc voilà, je vous dis à plus tard. On est dimanche, donc clairement, voilà, il n'y a aucun effort de fait, mais c'est pas grave puisqu'on est là pour parler livre. J'ai terminé Le couple d'à côté de Shari Lapena que je lisais en audio. C'était une très bonne écoute, j'ai passé un très bon moment. J'aurais aimé que ce soit un peu plus rythmé et qu'on ait moins cette sensation de lenteur qui était contrebalancée par les fins de chapitres qui étaient genre gros suspense et tout, et j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop cassé comme rythme du coup à cause de ça, mais c'était quand même très très bien. Il y a eu pas mal de choses où j'ai été très étonnée, d'autres que j'avais vu venir, mais dans l'ensemble je trouve que c'était quand même pas mal du tout. C'était un bon thriller, mais pas un coup de cœur, voilà, pas the thriller où je me dis waouh, où je vais repenser pendant des jours, des semaines, où je vais vous en reparler un an après. Voilà, c'était une très bonne lecture, mais ça manquait un peu de rythme et de peps à mon goût. C'était trop de discussions internes, mais bon, c'était quand même très très bien. Là je dis vraiment ce qui m'a empêché d'avoir un coup de cœur, mais globalement c'était vachement cool. Je connaissais pas du tout cette autrice, je pense que je relirai des écrits en fait de cette autrice. Pas une autrice coup de cœur si on part sur la base de ce livre et que ce soit son genre d'écriture, sa plume, parce que comme je vous ai dit, au niveau du rythme j'étais un peu... Voilà, mais à part ça c'était vraiment très chouette. Du coup je l'ai noté hier. En personnage je lui ai mis 6 parce que j'ai pas trouvé que les personnages étaient si incroyables. En atmosphère j'ai mis 6 aussi,
voilà, rien de plus à dire, c'est juste un couple classique quoi. En écriture j'ai mis 7 parce que je trouvais ça très sympa. En synopsis général j'ai mis 7 aussi parce que comme je vous ai dit c'était une bonne lecture. Par contre en intrigue j'ai mis 8. L'intrigue pour moi c'est l'envie qu'on a de retourner à la lecture. Et vu qu'à la fin de ces chapitres elle mettait toujours des grosses révélations, bah j'étais genre non, bah, il faut vite que j'écoute le chapitre suivant. C'est pour ça que je lui ai mis 8. En logique j'ai mis 7 et en note de... comment dire, d'appréciation générale, je lui ai mis 8 quand même. Ce qui veut dire que même si j'ai mis des 6 avant, globalement je ressors assez satisfaite de cette écoute. Du coup ça lui fait une moyenne de 7 sur 10 et 4 étoiles sur 5 étoiles. Donc ce qui est plutôt pas mal du tout. Alors pas un coup de cœur mais finalement une très bonne lecture. C'est un petit peu ce que je vous en disais en fait. Voilà, c'était très sympa. Pas le coup de cœur mais très sympa. Du coup on va passer à la deuxième personne et cette personne c'est Louise de la chaîne et du compte Instagram Les Affaires de Louise que je vous mets évidemment en barre d'infos. C'est une nana super chouette que j'ai eu l'occasion de croiser une fois et que je trouve tout aussi sympathique en réel que sur les réseaux sociaux. Donc voilà, Louise je lui avais demandé sa liste et elle m'avait mis La Maison au milieu de la mer Céruléenne que j'ai lu et que j'ai adoré. London and Shay c'est de la romance, j'ai pas vraiment envie de lire de romance. Enfin, pas ce genre de romance. La Porte du Roi, c'était de Marie Valente, je crois, par rapport à un roi qui était devenu vampire, je crois. Ça me donnait des vibes de Vampiria, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, alors voilà. Sorcier, je l'ai dans ma pile à lire, mais c'est pas ça que j'ai choisi. Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, ça aussi ça me tente beaucoup, mais je l'ai pas dans ma pile à lire par contre. Riposte, c'est du young adulte contemporain et j'aime pas ça. Voilà, je passe pas un super moment à chaque fois, donc je préfère éviter. Kintsugi, je sais pas du tout ce que c'est. Nevermore, bah Nevermore ils sont juste là. J'adore, je suis à jour donc je peux pas apprendre ça. Et Un tourbillon de confetti qui est un livre de développement personnel qui m'avait beaucoup tapé dans l'œil quand elle en avait parlé. Malheureusement je ne l'ai pas et puis je me suis dit que ce serait un peu la triche de mettre un livre de développement personnel là-dedans. J'ai essayé en tout cas avec toutes les personnes que j'ai choisi de pas mettre de non-fiction pour vraiment se concentrer sur les romans. Et il nous reste sa 10e proposition qui est le livre que j'ai choisi. Et c'est pour ça que je vous disais pas de romance. Si en fait finalement, puisque c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, c'est publié chez Hauteville. Et c'est une romance scientifique, c'est un peu une rom-com mais un peu plus dans mon style. Voilà, c'est pas juste de la romance, il y a un côté un peu universitaire, il y a de la science, c'est une fanfiction de Star Wars, donc voilà, toutes ces choses là qui font que j'ai envie et puis en plus je pense que c'est le genre de romance que j'aime bien parce que je suis quand même très difficile avec la romance. Il y a certains titres qui me plaisent et en général c'est de la romance britannique. Un petit peu à la Bridget Jones, alors ça c'est pas britannique, mais j'ai entendu dire que c'était un petit peu dans ce style là et surtout c'était un peu moins cliché que ce qu'on peut lire d'habitude, voilà, qu'il y a beaucoup d'humour donc j'ai choisi The Love Hypothesis. En plus, bon là je vous spoil un petit peu la suite, mais ce livre a été mis dans d'autres top 10 donc je me suis dit s'il a été mis plusieurs fois je suis un petit peu obligée de le choisir. Donc du coup c'est ce que je vais faire, je vais commencer à lire ça. Alors The Love Hypothesis, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'Olive qui en gros ne croit pas à l'amour. Sa meilleure amie lui casse les bonbons avec ça et elle décide d'embrasser le premier venu qui est un professeur un peu grognon, un gros CON quoi. Et ils vont se faire je crois du fake dating. Je sais plus trop pourquoi, mais pour prouver peut-être quelque chose avec l'hypothèse, voilà, de l'amour, le titre, voilà. Je vais commencer à lire ça et puis je reviendrai vous faire un petit update quand je saurai un peu plus de ce qu'il en est et que j'aurai pu découvrir un petit peu cette histoire. Hello, je reviens vous parler puisque j'ai déjà en un jour lu la moitié de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood publié chez Hauteville. Je pense très honnêtement me le bouffer ce soir
et sûrement le finir donc ce soir. Donc je l'aurai lu je pense en 2 jours, voilà. Ce qui est plutôt bon signe hein, quand même avec une romance parce que déjà c'est censé être assez addictif, assez page turner, on a envie d'y retourner. Donc déjà c'est un bon signe et puis surtout c'est le genre de romance que je sens me plaît beaucoup. Je l'avais flairé et j'ai eu raison. Alors The Love Hypothesis, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'Olive qui est une jeune femme qui est en thèse dans une université. Olive elle a un passé un peu particulier puisque sa mère est morte du cancer du pancréas, qui est une maladie qui est très dure à déceler et en général quand on la décèle il est malheureusement trop tard. Et du coup tout ça c'est ce qui a créé sa vocation à devenir chercheuse pour essayer de guérir tout simplement ou tout du moins de prévenir le cancer du pancréas, pouvoir le détecter beaucoup plus rapidement et tout machin. Et du coup c'est vrai que Olive elle s'est un petit peu oubliée elle-même je pense dans cette étape et son seul but voilà c'était ça. Du coup ce qui fait qu'elle n'a pas énormément d'expérience sociale, voilà, elle a une copine qui s'appelle Anne et un garçon qui s'appelle Malcolm, mais on sent que voilà c'est pas non plus un animal social quoi. Et cette jeune fille donc elle est dévouée à sa recherche. Et en fait, elle est sortie avec un certain Jérémy qui, bah voilà, ça s'est pas très bien passé. Pas non plus, genre ça s'est mal passé, mais juste voilà, il y avait rien. Surtout qu'en plus on apprend qu'Olive, elle est demisexuelle, je crois que c'est ça le terme. En gros, elle ne peut être sexuellement attirée que par une personne qu'elle connaît vraiment et pour qui elle a des sentiments en fait. Et ce qui fait que elle, ça n'a jamais été très présente dans sa vie ce côté-là. Et en fait, du coup, bah, avec Jérémy, ça le faisait pas trop. Et en fait, Jérémy et sa copine Anne ont eu un réel coup de cœur, sauf que sa copine, en fait, elle était en mode bah non, on touche pas au mec des copines, en gros. Et pour la pousser à se jeter dans les bras de Jérémy, parce qu'elle veut que leur bonheur, elle va faire croire qu'elle a un petit copain en embrassant le premier venu, comme ça, devant elle, pour lui faire croire qu'elle est en couple, comme ça gênera moins sa copine, en gros, de sortir avec son ex. Sauf qu'il se trouve qu'elle embrasse par hasard le docteur Adam Carlsen qui est un ours. Voilà, c'est un homme très taciturne, très grognon, voilà, qui est très méchant avec ses élèves, voilà. Mais qui en même temps, évidemment, romance oblige, cliché oblige, a un corps de folie. Et du coup, il va se passer un truc où ils vont faire semblant d'être en couple parce que finalement, ça ne profite pas qu'à Olive, mais ça profite aussi à Adam. Parce que lui, c'est un homme très asocial qui a l'air d'être distant d'un peu tout et ça lui pose des problèmes dans sa carrière et le fait d'avoir une attache et une vie sociale, ça pourrait booster un peu sa carrière. Du coup, ils font une espèce d'accord tacite entre eux, voilà, qui est profitable à tout le monde. Ils font semblant d'être en couple. Voilà en gros le pitch de The Love Hypothesis, sachant qu'il y a énormément quand même de contexte universitaire scientifique autour de ça. C'est bien amené et ça que j'aime bien aussi, c'est qu'on a vraiment une contextualisation avec des mots quand même qui sont utilisés, qui permettent de vraiment mettre un contexte scientifique et on sent quand même que Ali Hazelwood, voilà, elle connaît un petit peu son sujet quand même. Je saurais pas dire dans quelle branche elle a travaillé, mais il me semble quand même qu'elle était scientifique de base. Et ça sent vraiment. Et c'est ça que j'aime bien parce qu'en fait il y a un univers très un peu pas geek mais très particulier. Il n'y a aucun personnage qui est à la fois beau mais qui est aussi genre le mec le plus cool de tout le lycée. Enfin voilà, il y a vraiment tous ces personnages, ils ont tous un côté un peu pas associable mais voilà, ils sont pas stéréotypés des personnages de romance quoi. Et puis il y a vraiment ce côté très drôle, très ouais, très second degré, très humour, presque un peu britannique. Pourtant elle n'est pas du tout britannique, mais je ressens vraiment cette dose d'humour et surtout tous les personnages sont gênants. Mais dans le bon sens, ils sont un peu gênants, voilà, ils savent pas trop comment s'y prendre et je trouve que du coup ça apporte vraiment ce petit côté là de fraîcheur qui manque pour moi à beaucoup de romances contemporaines à mon sens. Encore une fois, je ne critique absolument pas la romance, je parle juste de mes goûts personnels. J'aime quand c'est un peu nerd en fait, tout simplement. J'aime quand les gens sont un peu gauche, quand ils sont un peu nerd, quand ils sont voilà, mais que ce soit pas en mode
c'est une fille pas comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire, un petit peu la limite entre les deux, c'est qu'ils soient foncièrement nerds, mais que ce soit vraiment leur personnalité et que ce soit pas juste un peu mignon, qu'ils soient un peu gênants, que ce soit juste, bah voilà, des fois ils sont gênants quoi. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils ont vraiment leurs imperfections et de vraies imperfections. Pas juste des traumatismes, ils ont des vraies imperfections et c'est ça qui les rend beaux en fait, moi je trouve. C'est ça qui les rend beaux ces personnages, c'est ça qui les rend humains et du coup j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup le contexte. Alors oui, ça reste un petit peu cliché, on va pas se mentir. Il y a des ficelles qui ont été déjà bien utilisées, qui sont utilisées dans ce livre, mais ça me dérange pas du tout. En fait je passe tellement un bon moment que je le sais, je le vois, mais ça ne m'affecte pas, voilà. Je passe vraiment un très très bon moment avec cette romance que je trouve super chouette et je suis d'autant plus contente de l'apprécier que c'est mon cher et tendre à moi qui me l'a offert. Donc je suis très contente et puis en plus je sais que l'autre prochain écrit de l'autrice va bientôt sortir il me semble chez Hauteville, enfin va bientôt être traduit du moins. Donc je suis très contente de m'être trouvée, parce que je pense, hein, vu comment je le bouffe, de m'être trouvé une saga de romance qui me plaît et que je peux lire parce qu'en fait j'avais plus trop ça parce que je m'étais lancée dans la saga des Brown Sisters que j'avais adoré, mais c'est fini. Donc j'étais un petit peu dans cet entre-deux parce que vraiment je vous jure il me faut ce côté un peu nerd, un peu voilà, un peu gauche, un peu différent pour me faire vraiment apprécier les romances au point que j'ai envie de suivre une saga. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment très 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 bon choix. En même temps c'est pas étonnant parce qu'il avait été sur pas mal de listes. D'ailleurs je pense qu'il aurait pu être sur une liste en plus s'il avait été lu l'année dernière par cette personne. Voilà. En tout cas je passe un très bon moment, je vais sûrement le bouffer ce soir et puis je viendrai vous donner mon avis final à mon avis parce qu'il n'y aura pas d'entre-deux sur ce roman dès que je l'aurai terminé. Hello, on se retrouve pour parler de The Live Hypothesis de Alice Wood publié chez Hauteville puisque je l'ai terminé et comme je vous l'avais dit, hein, je l'ai bouffé en 2 jours. Que vous dire sur ce roman? C'était vraiment très 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 chouette. Comme je l'avais anticipé, c'est une romance qui me parle, c'est une romance qui me plaît et je me rends vraiment compte que moi ce que j'aime c'est quand les personnages sont, voilà, comme je crois que je l'ai dit la dernière fois que je vous en ai parlé, sont un peu différents, ils sont drôles, ils sont socialement inadaptés, enfin voilà, quand il y a vraiment ce côté drôle et maladroit, mais pas maladroit genre oh c'est trop mignon, elle est un petit peu maladroite, non non non, vraiment maladroit quoi, des situations de gros malaise où le personnage principal est en mode oh mais comment je vais me sortir de cette situation, voilà ce genre de choses que j'aime beaucoup. Je trouvais que la romance était très jolie aussi parce qu'elle s'est fait vraiment progressivement, c'était très naturel, c'était très réaliste et ça j'ai vraiment apprécié. Il n'y a qu'une seule scène explicite qui dure peut-être un peu longtemps, mais il n'y a qu'une seule scène explicite et ça je trouve ça cool parce que multiplier les scènes explicites je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt, alors que qu'il y en ait une mais qui soit intéressante parce qu'elle soulève des vrais sujets et elle montre vraiment un développement des personnages, je trouve ça vraiment chouette et je trouve qu'elle a été très bien faite. Point trop n'en faut, voilà, c'était parfait. Par contre, mon seul petit bémol à cette histoire, et peut-être c'est ça qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur mais juste une excellente lecture, c'est que j'ai trouvé que le personnage d'Adam était beaucoup mieux en étant un petit peu grognon, ronchon, inadapté, voilà, et que d'un coup il est devenu genre super sûr de lui, dieu du sexe, capable de se battre et tout machin, et je trouvais que c'était un peu trop, voilà, c'était trop différent de ce qu'on nous présentait de lui avant, et je suis d'accord que les personnes dans l'intimité et dans la vraie vie face à d'autres personnes sont différentes, on est tous différents quand on est en sécurité et avec la personne qu'on aime et qu'on peut être soi-même, je suis d'accord. Mais là, ça me paraissait un peu trop changé, un peu trop ce mec qui tout d'un coup a plein d'assurance, voilà, il est parfait. Voilà, je trouve que c'était un tout petit peu trop, c'est peut-être le seul tout petit truc où j'aurais quelque chose à redire, mais ça reste un très très bon roman. J'ai vraiment passé un très bon moment sur cette romance. Je lirai avec plaisir le deuxième qui s'appelle Love on the Brain et qui va bientôt sortir, je crois qu'il sort en mai chez Hauteville.
Voilà. Vraiment très bon moment. Du coup on va voir la notation ensemble. Alors pour les personnages je dirais 8 parce que je les ai beaucoup aimés, mais comme je vous disais ce petit bémol qui fait que atmosphère c'était très chouette, je vais mettre un 9. L'écriture c'était très chouette, je vais mettre un 9. L'histoire de base un peu cliché quand même, je vais mettre un 7. L'intrigue je vais mettre un 8 parce que vraiment j'avais très envie de retourner à ma lecture. La logique, là je vais mettre un 7 parce que pour moi c'est pas logique qu'il change autant. Par contre au niveau de l'appréciation je vais mettre un 9 ou un 10. Allez je vais mettre un 10, soyons fous les loulous. Hop, et voilà. Ce qui nous fait une moyenne de 8,29 sur 10 et 4 étoiles et demi sur 5. Ce qui fait que Louise passe devant Lovelda puisque Lovelda avait une moyenne de 7 sur 10. Donc on en est à 2 personnes. Pour l'instant Louise est en tête et on va passer à la liste de Pénélope, alias Plop sur les réseaux. Alors on avait dans la liste de Pénélope Circé que j'ai lu et adoré, les 10 000 portes de January que je n'ai pas mais il me tente bien. Donc potentiellement si jamais elle gagne peut-être que je le prendrai, je ne sais pas. L'espace d'un an de Becky Chambers, c'est de la SF, mais de la SF avec peu d'enjeux, vraiment c'est de la cosy SF presque. Et c'est le livre que j'ai choisi pour lire dans sa liste. Mais on va quand même regarder la suite. Il y a aussi Apprendre si par bonheur, je ne connais pas du tout. L'Or Olympus, j'aime beaucoup ce graphique, voilà. Comme un roman d'été, c'est une romance que j'avais adorée, vraiment ça j'ai vraiment adoré. Journal d'Assassins, j'en ai entendu parler mais je vois pas du tout ce que c'est. The Love Hypothesis, je l'ai déjà lu. Les Oiseaux du Temps, je ne connais pas. Et Capitale du Sud, je la garde pour quelqu'un d'autre, voilà. Comme je vous disais, The Love Hypothesis, il est vraiment sur beaucoup de listes. Mais c'est pas celui que j'ai choisi pour elle parce que pour moi Pénélope c'est Becky Chambers. Je sais pas pourquoi mais si je devais résumer juste à un livre je pense que je prendrais Becky Chambers, enfin une autrice en tout cas, parce qu'elle en parle vraiment en très bien. C'est une autrice en plus que j'ai très envie de découvrir parce que la cosy SF je ne connais pas. Et ça me donne très envie, bien que je sois pas très SF, mais c'est quelque chose qui me tente. Je l'ai commencé hier, j'ai lu les 2 premiers chapitres. Pour l'instant je ne sais pas trop quoi vous en dire de plus, à part qu'on va suivre notamment une femme qui fait son premier jour de travail à bord d'un vaisseau qui crée des trous de verre dans l'espace pour pouvoir permettre au vaisseau en fait de voyager entre les planètes. Il y a une question de plusieurs espèces. C'est communément admis, donc voilà. Et en gros elle est dans un caisson qui la fait dormir pendant le voyage jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'elle pour pas que la traversée soit inutile quoi, en gros. Un truc comme ça. J'en suis vraiment qu'aux 2 premiers chapitres donc je peux pas vous en dire plus, mais je reviendrai évidemment vous en parler parce que je pense qu'il y aura pas mal de choses à explorer dans ce livre, surtout que je le lirai beaucoup moins vite à mon avis que The Love Hypothesis que j'ai lu en 2 jours. Du coup j'ai même pas l'impression de vous en avoir beaucoup parlé parce que je l'ai vraiment lu en 2 jours. Bon, au pire il y aura le bilan lecture pour rafraîchir et creuser un petit peu tout ça. Mais donc là on part sur l'espace d'un an de Becky Chambers et je reviens très vite vous faire un update. Mes amis, l'heure est grave. Comme vous l'entendez et que vous le voyez, ça ne va pas fort. J'ai été bien malade, je le suis toujours d'ailleurs. Et puis je me suis dit, bah, je vais attendre de me rétablir pour filmer. Mais pensez-vous, déjà, j'ai bien avancé sur donc l'espace d'un an. Pour moi c'est un livre un peu ovni puisque on est dans de la science-fiction. On est à bord d'un navire, enfin un navire, un vaisseau plutôt, un navire. Je me suis crue sur la mer moi. Un vaisseau qui en gros va dans l'espace pour creuser des trous de verre je crois, pour pouvoir en fait, si je me trompe pas, faire des espèces de routes commerciales. Il crée en fait des routes commerciales dans l'espace via des trous de verre.
Et du coup on est vraiment dans cet univers très science-fiction, très futuriste, mais je trouve que c'est très accessible puisque ce n'est pas de la hard sci-fi comme j'ai pu en lire, comme j'ai pu en abandonner surtout, avec vraiment trop de termes très scientifiques où en gros si on n'y connaît pas un tout petit peu, on comprend rien en fait. Donc là je trouve que c'est quand même très accessible. Attendez. Faut que je m'hydrate un peu hein. Et ça m'a pas trop gênée. Je suis pas encore sûre de ce que je pense d'avoir un personnage principal avec des écailles et des plumes et enfin je suis encore un peu... Voilà, ça me semble pas très logique et en même temps peut-être parce que j'ai pas l'habitude. Voilà, c'est comme au début les orques, les failles, les machins, quand on connaît pas, bah on connaît pas. Là je pense que c'est pareil, je suis pas trop habituée et du coup je suis un peu... voilà, même si j'adore Star Wars, hein, c'est un univers que j'affectionne d'amour. Et c'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi j'ai un peu du mal avec cette partie-là de l'histoire. Après c'est une histoire qui est très contemplative dans le sens où on est vraiment sur de la discussion. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'action, c'est beaucoup en fait les relations entre les différents membres de l'équipe. Je sais pas pourquoi je tiens ma liseuse éteinte. Ça vous aidera pas plus à voir de quoi je parle. Bref. En fait, c'est beaucoup de discussions entre les personnages. On va suivre surtout Rosemary, qui est en fait la fille d'une personnalité connue, mais j'en dirai pas plus parce que ça a vraiment son importance dans l'histoire, qui va en fait vendre tout ce qu'elle a pour se prendre une nouvelle identité et embarquer à bord de ce vaisseau. Donc ce fameux vaisseau, vous avez plusieurs personnages, vous avez des personnages humanoïdes, vous avez des personnages qui sont pas du tout humanoïdes, dont la fameuse C6 qui est un espèce de reptile humanoïde avec des plumes. Voilà, même moi j'ai pas trop compris à quoi elle ressemblait. Je sais qu'il y a une autre race aussi sur le navire, mais j'arrive pas à me la visualiser en fait. Après, il y a énormément de beaux messages de tolérance. Il y a beaucoup de parties où en fait des différentes espèces expliquent leur culture et où les autres espèces en fait les reçoivent, les apprennent, ne les jugent pas et juste les constatent, qui souhaitent les pratiquer ou pas. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment un roman qui était très inclusif, très divers, il y avait beaucoup de belles choses, beaucoup de messages d'égalité et d'acceptation des autres. Je trouve très très beau. Malgré tout, je suis pas dedans. J'arrive pas à m'attacher au personnage. En fait, le problème avec les romans contemplatifs, c'est que soit c'est banco, soit c'est on s'ennuie. Et pour le moment, j'avoue que même s'il y a de très beaux messages, je m'ennuie un petit peu. J'arrive pas à avoir l'intérêt de suivre cette histoire avec vraiment avidité. Donc on va voir, j'en suis quand même à 50%. Mais en soi c'est pas mauvais, c'est pas quelque chose où je n'aime pas ma lecture. C'est juste que je trouve ça pas très palpitant. Et encore une fois, comme je vous dis, malheureusement les romans d'ambiance c'est ça, c'est soit on accroche tout de suite et on est à fond même s'il se passe pas grand chose, soit on s'ennuie un peu et pour le moment moi je fais un petit peu partie de la seconde catégorie. À voir si la suite va un peu mieux parce que c'est vrai que là ces dernières pages, parce que les chapitres sont très longs, je ne dirais pas ces derniers chapitres, mais ces dernières pages j'ai ressenti un regain quand même d'intérêt, d'énergie. Après j'ai commencé ce livre en étant très fatiguée, en étant maman et en étant malade, donc forcément voilà, il y a ça qui rentre en compte. Moi je vous l'ai toujours dit, mon état, mon humeur, mes envies, ça impacte énormément mes lectures. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout frais. Le premier tome de la saga L'Assassin Royal, je l'ai lu à un moment où il fallait absolument pas que je lise ça. Et je me suis ennuyée, j'ai pas réussi à accrocher, j'aimais pas les personnages, blablabla. J'ai quand même continué en lisant le 2 et le 3, que j'ai adoré. Et là, pour continuer la saga, je me suis réécouté le premier tome et j'étais à fond, mais à fond les ballons. Donc comme quoi, vraiment, je pense que le mood, l'énergie, le moment, les envies, ça a énormément d'influence sur mes lectures. Je suis très guidée par mes émotions et du coup peut-être aussi que c'était pas le bon moment pour le lire, j'en sais rien. Mais voilà, c'est sympa, mais sans plus, à mon niveau, à mon sens, même si je vois objectivement de très belles choses et des choses vraiment très intéressantes au final. Mais juste, je ne suis pas happée. Je suis pas attachée au personnage, je suis pas attachée à l'histoire, je lis ça, voilà, c'est sympa, je le reconnais, je le vois objectivement, mais il n'y a pas le côté émotionnel
de ma part envers le récit. Donc voilà. Après c'est quand même très chouette, je vais continuer à lire, je vais me soigner aussi en même temps et je reviendrai vous en parler un peu plus tard, soit avant la fin, soit à la fin, pour faire un petit check-up, un petit peu de sortie. Mais voilà, c'est cool, mais je pense pas que... Après 50% comme ça, je ne pense pas que ce sera un coup de cœur, ni que ce sera le livre gagnant de la bataille livresque. Mais merci quand même Pénélope de m'avoir fait découvrir ce livre, parce que je trouve que c'est quand même un ovni littéraire qui mérite qu'on s'y intéresse. Voilà. L'heure est grave. Du coup, j'ai amené Gros Goût parce qu'il est trop mignon pour aider à faire passer la pilule. Alors voilà, il est là. Si vous êtes en colère contre moi, regardez Gros Goût. Alors je sais pas si c'est la maladie parce que clairement je ne l'ai pas guéri depuis hier. Mais j'ai envoyé un message à Pénélope parce que je vais arrêter ma lecture. J'ai arrêté ma lecture de l'espace d'un an. Ça n'a pas été facile, enfin c'est pas une décision que j'ai prise en mode allez c'est bon j'en ai marre. J'ai quand même réfléchi, j'ai lu plus de 60% parce que c'était un livre qui en fait, hors du fait que participer à cette vidéo, c'est un livre que j'avais très envie d'aimer. Parce que j'avais très envie d'aimer Becky Chambers, j'avais très envie d'aimer de la cosy SF, voilà c'était un truc, j'en avais envie. Et je vois vraiment, objectivement, plein de choses que je trouve super chouettes. En fait le problème c'est que je ne m'attache ni au personnage ni à l'histoire. Et c'est ça le problème avec les romans d'ambiance, c'est que soit vous vous accrochez direct, soit ça a beau être objectivement joli et tout, vous vous ennuyez. Et en fait là, je m'ennuie. Voilà, je m'ennuie et ça fait plusieurs jours que voilà, j'y retourne, que j'ai pas envie d'y retourner, que je me force et en fait je veux pas me forcer. Clairement, il y a tellement de choses pour lesquelles on doit déjà se forcer dans la vie. Il y a tellement de trucs qui me contrarient parce que c'est une année de changement, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. En fait, j'ai besoin vraiment de m'évader pendant que je lis. Et j'ai pas envie de faire les choses à contre-cœur. Je me mets déjà beaucoup de pression inutile parce qu'il faut vous produire des vidéos, parce qu'il faut vous produire du contenu. Et des fois, parce que ma vie personnelle parfois prend un petit peu le pas au-dessus, des fois j'oublie un peu que c'est un loisir et du coup je me mets la pression toute seule et il faut que je me repose et que je me dise non mais attends ça va hein, c'est pas ton travail, c'est une passion donc détends-toi. Et je veux aller dans cette continuité avec le fait que quand je sais que je passe pas un bon moment de lecture, eh bien stop en fait, on arrête les frais. Et là je vais vraiment laisser sa chance et je vous dis j'avais vraiment très envie de l'apprécier ce livre. Et en fait c'est même pas que je ne le recommanderais pas parce que je pense qu'il peut plaire à plein de monde et je pense que ces messages sont assez beaux pour que tout le monde tente ce genre de récit et tous les gens en fait essayent pour voir s'ils vont aimer ou pas. Et c'est pour ça qu'en fait finalement je l'abandonne mais je le recommande quand même. C'est très bizarre, c'est très contradictoire mais parce qu'en fait c'est pas que je trouve que c'est mauvais, je trouve que c'est bon mais juste je ne suis pas du tout impliquée. Je ne suis pas impliquée du tout, ni dans l'histoire ni dans les personnages. Et du coup je préfère m'arrêter et ne pas me forcer à lire. Tant pis, voilà c'est ça. Par contre on va passer à une autre lecture parce que là j'ai trop traîné. Du coup on va passer à la liste de livres et sortilèges. Donc je vous mets sa chaîne YouTube On Parle d'Infos comme d'habitude, qui a mis dans sa liste un livre qui est déjà dans la liste de Pénélope. Donc j'espère que je vais bien l'aimer, comme ça rattrapera un petit peu le fait que le livre que j'ai choisi pour elle, je ne l'ai pas terminé. Mais déjà on va faire un petit tour de sa liste. Livre et sortilège, elle avait mis The Poppy War de R.F. Kuang, que j'ai adoré, La Guerre du Pavot. Toujours pas traduit la suite, ça me désole. Mais voilà, du coup je l'ai déjà lu. Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid, pas encore traduit. Je viens de découvrir Taylor Jenkins Reid. Je vous en parlerai très prochainement dans une autre vidéo puisque je n'ai pas lu que les livres de la bataille livresque à la suite. J'ai alterné avec d'autres lectures. Donc ça je ne l'ai pas. Babel de R.F. Kuang je ne l'ai pas, il n'est pas traduit. D'or et d'oreiller de Flore Vesco. À mon avis c'est de la fantaisie adulte française mais je ne connais pas du tout. Skyward de Brandon Sanderson. J'ai failli le choisir mais je pense que si jamais Juliette
gagne cette bataille livresque. C'est le livre que je choisirai pour la session All Star. Puisque je l'ai dans ma pile à lire. Spirale de Junji Ito, ça à mon avis c'est un truc un peu manga, ça m'intéresse pas des masses. Orgueil et préjugés de Jane Austen, j'adore Orgueil et préjugés, je suis fan, déjà lu plusieurs fois. Animal de Cécile Alix, si je me trompe pas c'est du young adulte contemporain je crois, ça m'intéresse pas des masses. Et The Witch Heart de Geneviève Gornichiek. Est-ce que ce serait pas ce qui va être traduit chez Sabran? Est-ce que ce serait pas, je vais vérifier, parce qu'il me semble que c'est ça en fait. C'est exactement ça, voilà, c'est le livre qui va sortir chez Sabran, donc la filiale de Deux Sexus, début mai. Donc je ne l'ai pas, je vais le recevoir parce que je l'ai précommandé, donc voilà. Mais c'est pas ça que je vais lire du coup pour la bataille livresque, mais c'est bon de savoir que c'est dans cette liste. Parce que du coup si tu l'as aimé, j'ai très hâte de le découvrir moi aussi. Le livre du coup que je ne vous ai pas encore cité mais que j'avais cité dans la liste de Pénélope et que je vais donc choisir pour Juliette, il s'agit du Sang de la Cité de Guillaume Chamanadjan. Donc c'est la série Capitale du Sud qui est écrite donc par Guillaume Chamanadjan et je crois qu'il est marié avec Claire Duvivier qui elle écrit une saga qui s'appelle Capitale du Nord et le tout forme la tour de garde je crois. Et en gros si je me trompe pas il faut lire en quinconce les romans, genre Capitale du Sud 1, puis Capitale du Nord 1, puis Capitale du Sud 2, puis Capitale du Nord 2, enfin vous avez compris que je vais pas vous faire tout le reste. Donc voilà, je sais que donc Juliette et Pénélope l'ont adoré, j'espère l'adorer aussi, comme ça je remonte pour le livre que j'ai pas terminé pour Pénélope. Je vais le commencer tout de suite puisque là je suis en pause déjeuner puisque malgré la maladie je télétravaille puisque je ne suis pas à l'article de la mort non plus. Il fait 400 pages en poche, autant vous dire qu'à mon avis je vais le lire très rapidement celui-là. J'espère. Donc voilà, je vous retrouve dès que j'ai quelque chose à vous dire sur le Sang de la Cité. Juste pour petit résumé, je ne pourrais pas trop vous faire un résumé très global parce que je trouve que c'est un petit peu flou comme résumé, comme souvent la fantaisie adulte, hein, puisque on va suivre un commis d'épicerie qui va être mais un peu malgré lui, un petit peu au milieu de toutes les intrigues politiques qui se passent au niveau de la cité en fait. Donc c'est un résumé qui est un peu vague mais comme tous les résumés de livres de fantaisie adulte, si vous lisez les résumés de livres de fantaisie adulte, en fait on sait jamais dans quoi on s'embarque. Donc bon voilà, après c'est 400 pages donc je saurai très rapidement je pense ce que j'en pense. Et puis je reviens vite vous en parler. Oh là ça ne s'entend pas mais ça va beaucoup mieux. Je viens vous faire un petit update sur le Sang de la Cité de Guillaume Chamanadjan. Donc pour rappel c'est le premier tome de la saga Capitale du Sud qui est englobé avec la saga Capitale du Nord, forme donc le premier tome de l'univers on va dire de la Tour de Garde. La Tour de Garde pour info c'est un jeu. C'est un jeu et c'est de là dont ça sort et à mon avis il va y avoir toute une thématique là-dessus parce que on a notamment à un moment un personnage qui vient de la Cité du Nord justement, qui parle du jeu et on a aussi un personnage je pense de la Cité du Sud qui va partir dans le Nord pour essayer de faire fortune grâce à ce jeu. Donc je pense qu'on risque de croiser dans l'autre trilogie un des personnages justement celui qui part dans le Nord, je pense. Donc voilà le pourquoi du comment la tour de garde. Moi qui pensais que c'était vraiment juste des forteresses, pas du tout, rien à voir. Ce livre est très particulier et j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans. Là j'ai lu 200 pages, donc à peu près la moitié. On va suivre Nox qui est un jeune, comment dire, commis qui va faire des livraisons de vin, qui va faire des livraisons de nourriture, qui va aller chercher des petits producteurs de vin parce que le vin a une énorme place dans ce livre, vraiment c'est quelque chose de très typique chez eux. On a une ambiance très sud de France, Italie, voilà ce genre de choses, très dolce vita avec l'amour des bonnes choses un peu entre les bons produits, le bon vin, voilà c'est quelque chose qui est très ancré dans les mentalités et dans la coutume en fait de la Cité du Sud qui s'appelle Jemina, qui n'a été citée qu'une seule fois d'ailleurs puisque les habitants entre eux l'appellent la Cité
Nox, j'ai l'impression que c'est l'enfant orphelin d'une personnalité importante, mais je suis pas totalement sûre de moi. C'est assez flou, on nous donne des indices, mais on nous donne pas vraiment la vérité. Mais en tout cas, il est sous le comment dire, protectorat d'un des ducs, parce qu'il y a plusieurs maisons duchesses en fait. Il y a notamment la maison de la Couenne. Avec Servin qui est donc le duc qui s'occupe de lui et de sa petite sœur, et il y a aussi par exemple la maison du souffleur, la maison de la Jubarte, dont fait partie Guenailly. Alors elle a un nom absolument atroce mais apparemment elle est très jolie. Guenailly qui se fait attaquer par la sœur de Nox et du coup en fait va commencer une espèce de manœuvre politique pour que la maison du Bart en fait ne fasse pas la guéguerre à la maison de la Kawan. Dont vient Nox, et du coup en fait il va aller s'excuser auprès du chef de la maison de la Jubarte et il va aller demander pardon pour sa sœur, sauf que le duc qui est donc le grand-père de Guenailly est un peu dément et il va l'attaquer. Donc lui et Guenailly ils vont jouer d'un espèce de une manœuvre politique pendant ce rassemblement pour éviter justement qu'il y ait une guerre, et de ce fait Nox va devoir amener tous les jours des petites pâtisseries ou des petites choses à Guenailly pendant tout le temps de sa convalescence pour prouver de sa bonne foi du fait qu'ils sont désolés que sa sœur l'ait attaquée, blablabla, qu'elle se repente alors que sa sœur elle s'en fout, elle est complètement starbée. Et va se nouer une espèce d'amitié entre eux parce que elle va le voir comme quelqu'un de courageux et lui va la voir comme quelqu'un aussi de cultivé, d'ouvert sur le monde, et il va se nouer une espèce d'amitié entre eux. J'avoue que je suis un peu perdue pour le moment, il y a des choses que j'arrive pas à retenir comme certains noms. Je vois petit à petit l'intrigue mais je ne vois pas d'imaginaire en fait. Enfin oui c'est un nouveau monde, c'est voilà, mais il n'y a pas ce côté magie, ce côté ouais imaginaire, parce qu'en fait pour le moment c'est juste des intrigues de cour et il n'y a pas ce petit truc, et je le cherche et j'arrive pas à le trouver. Alors est-ce que j'ai pas été assez attentive ou est-ce que ça va venir plus tard, je sais pas, mais du coup je suis très décontenancée. Mais pour l'instant c'est sympa, faut s'accrocher par contre parce que j'ai commencé à le lire en soirée et j'avoue que j'ai rien compris, donc j'ai dû être un petit peu plus attentive la deuxième fois. Alors j'ai pas relu mais j'ai relu quelques petites pages avant de reprendre ma lecture en essayant d'être extrêmement attentive parce que j'avais rien compris. Mais donc voilà, j'attends de trouver l'élément magique, mais pour le moment c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je viendrai vous en reparler un peu plus tard, sûrement quand je l'aurai fini, parce qu'il fait 400 pages, donc je vais pas faire des updates toutes les 50 pages non plus. Puis en plus, les chapitres sont extrêmement longs. Je pense que c'est ça aussi qui fait que mon attention a du mal à être happée, puisque les chapitres font tout simplement 50 pages. Puisque là je suis à la page 200 et j'ai lu 4 chapitres. Voilà, les pages, mais littéralement, les chapitres font 50 pages. Et je trouve ça très long. Très long. Trop long. Et j'ai du mal à rester concentrée, c'est pour ça que je vais essayer de lire plutôt en journée qu'en soirée, et me garder une autre lecture pour le soir parce que sinon j'ai du mal à voilà, être focus. Je reviendrai vous en parler du coup à la fin, puisque comme je vous dis, vu que les chapitres font 50 pages, je viendrai vous en parler quand j'aurai terminé je pense. On se retrouve bien longtemps après, puisque j'avais besoin, je pense, de laisser mûrir et réfléchir un petit peu ma dernière lecture, puisque j'ai lu Le sang de la cité et que je lui ai accordé 3,5 étoiles et donc 6 sur 10. Je vais vous décortiquer un petit peu ma note, mais je pense que c'est pas le plus important, ma note, on va en parler. Donc pour les personnages j'ai mis 6 parce que je me suis pas du tout accrochée aux personnages. En atmosphère j'ai mis 6 parce que j'ai pas trouvé ça incroyable. En écriture j'ai mis 5 parce que j'ai trouvé ça très long. En plot j'ai mis 6 parce que il se passe pas grand chose. En intrigue 6 également parce que j'ai pas eu vraiment envie de retourner sur le livre. En logique j'ai mis 7 parce que je voyais pas en quoi c'était pas logique, et en appréciation j'ai mis 6. Je ne suis passée très rapidement sur ces notes tout simplement parce que
je pense qu'elles ne sont pas représentatives du livre, mais plutôt représentatives de mon état au moment où je lisais le livre. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup mûri le livre, et je pense que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. J'ai trouvé que l'histoire était très lente, qu'il se passait pas grand chose, et surtout que j'ai pas été emportée ni par le système de magie, ni par les personnages, ni quoi que ce soit. Mais après réflexion, après recul, après discussion avec certaines personnes, après pas mal de choses, je me suis rendu compte que ce livre a été lu au mauvais moment. Déjà de 1, j'étais fatiguée, j'étais pas très bien, j'étais pas du tout d'humeur à lire de la fantaisie adulte. Du coup, je me suis pas du tout immergée dans l'histoire. Et je pense que ça, c'est une histoire où il faut vraiment s'immerger dedans. Sinon, c'est foutu, il se passe rien, c'est lent, voilà. Donc déjà, ça a été ma première erreur. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est qu'en même temps, j'ai écouté l'Assassin Royal. Et il y a pas mal de similitudes. Alors, pas au niveau de l'histoire, mais au niveau de la construction de l'histoire. C'est quelque chose de très lent, très descriptif, avec des choses qui mettent du temps à se mettre en place, mais volontairement pour vraiment mettre une atmosphère en place. Et j'avoue que comparé à l'Assassin Royal, qui est une de mes sagas favorites, à côté ça faisait très pâle figure. Ça me paraissait très fade. Ce qui fait que, après longue réflexion, je me suis rendu compte que j'aurais pas du tout mis la même note si j'avais été de 1 pas fatiguée et de 2 si j'avais pas lu l'Assassin, enfin écoutez, l'Assassin Royal en parallèle. Qu'en plus j'avais déjà lu, donc c'était une relecture, donc c'était voilà doudou, j'étais trop contente, c'était ma saga préférée. Vous avez compris l'histoire. Ce qui fait que je pense que cette note n'est pas du tout objective par rapport à ce livre. Elle reflète seulement mon état à ce moment-là. Et je le dis pas pour tous les livres que je n'ai pas aimés, mais celui-là en particulier, je pense que je ne l'ai pas lu au bon moment. Malheureusement, je n'ai pas le temps non plus de le relire pour lui redonner une note, donc sa note est assez basse. Du coup, c'est vrai que Juliette de Livre et Sortilège tombe en bas du classement, mais sache-le, je pense que j'aurais pu adorer cette histoire, je l'ai juste pas lu au bon moment. Encore une fois, je répète que je ne les lise pas au bon moment ou que juste je n'aime pas les livres. Je ne suis pas du tout en train de critiquer dans ces genres de vidéos les goûts de mes amis, puisqu'en plus je choisis un livre sur une liste de 10. Donc clairement parfois juste pas de chance, j'ai pris le livre que j'allais pas trop aimer alors que souvent on a quand même des goûts assez similaires. Et donc on va passer à la dernière liste, la liste de Emma. Alors la liste d'Emma se compose de Zodiac Academy, que clairement j'ai pas forcément apprécié. Je l'avais lu dans la précédente bataille livresque, mais voilà, ça c'est clairement c'est une saga que pour le coup je suis pas très fan. L'ours et les rossignols, c'est le premier tome de la trilogie de la nuit, je crois, de Catherine Ardenne. J'avais pas énormément accroché non plus avec le premier tome. La passeuse de mots, c'est le livre que j'ai retenu. Red Rising, j'adore Red Rising, franchement c'est une saga qu'on voit pas encore assez, je trouve, passer, et que j'aime d'amour, elle est vraiment trop chouette. The Bridge Kingdom, c'est le pont des tempêtes, je vais bientôt le lire, mais pas dans cette vidéo du coup. Passenger, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, c'est étrange. Illuminae, c'est une saga écrite par Amy Kaufman et J. Christophe du Mix Media, donc il y a plusieurs... il y a des messages, il y a des articles, voilà, il n'y a pas que du roman, et je crois que c'est assez SF. J'ai pas lu, mais pourquoi pas un jour. Skyward de Brandon Sanderson, c'était aussi dans la liste de Juliette, j'ai failli le prendre d'ailleurs, mais j'avais pas envie de mettre 2 SF dans ma liste, donc je ne l'ai pas choisi. This Savage Song, incroyable cette lecture, je l'adore. Je vais adorer le premier tome, un peu moins le deuxième, mais le premier tome ça avait vraiment été un coup de cœur intersidéral. Et Le Prince Captif. Prince Captif, je n'ai pas envie de lire cette lecture parce que les trigger warnings me gênent beaucoup. Voilà, c'est juste, c'est pas quelque chose que j'ai envie de retrouver, donc du coup je ne lirai pas cette saga, mais j'en ai entendu que du bien. Toutes les personnes qui l'ont lu, à part les trigger warnings, m'ont dit que c'était génial, mais juste moi je peux pas ça, en même temps c'est fait pour ça hein, les trigger warnings, c'est que quand on vous le dit, si vous ne pouvez pas lire ce genre de choses, vous les lisez pas, basta. Bref, du coup j'ai choisi La Passeuse de mots, que j'ai commencé en audio, et en plus c'est Adeline Chetaille qui narre l'histoire. Pour les personnes qui ne sont pas fans de doublage, Adeline Chetaille c'est une figure française du doublage féminin, vraiment elle est très connue, elle a fait notamment
la voix de Zelda, elle a fait la voix de Vanessa Hudgens dans High School Musical. Elle a fait énormément de voix, mais ça c'est les deux plus connues, et c'est la narratrice de l'audiobook. Ce qui est très drôle, c'est que en parallèle, je regarde avec mon chéri le soir, en ce moment, une série où elle fait, elle double un personnage. Du coup, quand j'ai commencé l'audio, j'étais genre mais pourquoi c'est Imogen qui parle? Ah mais non, mais c'est Adeline Chetaille, donc c'est normal. Bref, j'en suis à peu près 200 pages, et je vous avoue que j'ai encore du mal à y voir très clair. Puisqu'on va suivre Aria, qui est une fille de pâtissière qui est très amie avec le prince en fait cadet. Et tout d'un coup, il y a une invasion de soldats qui ont l'air un peu immortels. J'ai rien compris. En fait, elle va être appelée par un espèce de gardien qui va lui dire « Tu es la passeuse de mots, tu as le pouvoir des mots. » Et voilà, j'en suis là. Et j'ai rien compris du tout pour le moment. Du coup, j'ai envoyé un message à Emma en lui disant « Help, explique-moi parce que j'ai rien compris. » Je pense que ça va être décrit. Ce que je peux en dire pour le moment, c'est que c'est une belle écriture. C'est une histoire qui a l'air très sympa, mais je trouve que c'est un peu lourd. Il y a beaucoup de figures de style et je trouve que ça fait un petit peu... Vous savez, l'élève qui essaye de bien faire dans sa dissertation, ou alors qui sait plus quoi dire et qui du coup dit 4 fois la même chose mais dit différemment. Et je trouve que ça mériterait d'être un petit peu plus léger pour rendre le récit un peu moins lourd. Parce que je trouve quand même que le récit est très lourd via voilà, cette accumulation de figures de style et de description qui parfois n'amènent franchement pas grand chose. Mais c'est quand même une jolie écriture, je vais pas mentir, et ça a l'air très poétique. J'attends de voir la suite parce que pour l'instant je ne capte rien du tout. Enfin, j'ai compris l'histoire, mais il me manque pour moi plein de détails. On va voir ce que ça donne. C'est prometteur, en tout cas j'aime beaucoup la narratrice, donc je prends un vrai plaisir à écouter l'audiobook. Et je pense d'ailleurs que je vais majoritairement écouter l'audiobook parce que ça va m'aider à passer outre voilà, ces lourdes figures de style qui sont très présentes dans le récit. Et puis voilà. Que dire de plus? Rien en fait, que je reviendrai vous voir quand j'en saurai un petit peu plus sur l'histoire et que j'aurai un petit peu plus de détails à vous fournir concernant mon appréciation de ces livres. Bonjour à tous, on se retrouve, on est un dimanche soir à la bonne franquette et je viens vous parler de La passeuse de mots avec mon fidèle gros goût juste derrière, puisque j'ai quand même lu un très gros bout et je pense que j'avais besoin de lire autant pour pouvoir vous en parler. Je vous avoue que au début c'était pas le grand amour pour La passeuse de mots, parce que comme je vous avais dit dans le clip précédent, je trouvais que c'était très lourd niveau figure de style, niveau narratif, niveau description, voilà. Je trouvais que c'était très lourd et j'en étais à un stade, à peu près vers la page 350, où je me disais ok, je vais le finir, je vais essayer du moins, mais clairement je continuerai pas la série. Mais j'avoue qu'il y a eu un moment où on est rentré beaucoup plus dans l'action et j'ai l'impression aussi que l'écriture s'est fluidifiée. Et du coup j'ai eu beaucoup moins l'impression de cette lourdeur, de tous ces adjectifs qui sont inutiles, même si... il y a certains moments où je les retrouve un peu, mais j'ai eu l'impression que vraiment c'était plus fluide, que peut-être que les auteurs s'étaient mis à vraiment raconter leur histoire au lieu d'essayer de bien la raconter. Je sais pas si vous voyez la différence. Et du coup, j'avoue que je suis vachement plus dedans. Là j'en suis à la page 450 à peu près, donc à peu près 2/3 je dirais quand même. Et il y a eu des éléments très intéressants, on apprend vraiment comment fonctionnent les mots et ça c'est cool parce que je ne comprenais rien. Et là ça y est, j'ai vraiment compris le fonctionnement, c'est des mots qu'elle invoque petit à petit qui lui donnent un certain pouvoir. Alors il y en a certains qui vont juste lui donner juste un peu un boost on va dire, comme courage par exemple, mais il y en a d'autres, je ne dirais pas lesquels parce que c'est sympa de les découvrir, qui vont vraiment lui donner un pouvoir spécifique. J'aime beaucoup les dynamiques qu'il y a entre tous les personnages qui se rassemblent pour continuer leur quête. Encore une fois, j'entrerai pas dans les détails sinon je vous spoil l'histoire, mais je trouve ça très intéressant qu'on ait des personnages qui viennent se greffer petit à petit et qui apportent vraiment quelque chose à l'ambiance, à l'histoire, voilà, c'est pas inutile et j'aime bien cette dynamique. J'aime bien Killian, je le trouve très cool. Par contre, je suis pas très fan du fait qu'il l'appelle Amour. Je trouve ça un peu cringe.
très honnêtement. Mais à part ça, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Il a du bagou, il est drôle, il est provocateur. Enfin voilà, c'est le pseudo bad boy qui n'est pas un bad boy au fond, que tout le monde aime. Voilà. Arya, je l'aime bien aussi, même si des fois j'ai un petit peu envie de la secouer, quoi. Mais j'aime beaucoup aussi les autres compagnons, sans rentrer dans les détails, qui je trouve apportent vraiment quelque chose et permettent surtout à l'héroïne d'avoir une réelle évolution. Parce que chacun lui apporte quelque chose qui lui manquait pour pouvoir évoluer et ça je trouve ça vachement cool. Donc il y a quand même des choses vraiment très chouettes, même si c'est encore un peu lourd, un peu dense comme récit, je trouve que ça s'est réellement amélioré et que j'ai l'impression que oui, comme je vous disais, en fait les auteurs, au lieu d'essayer à tout prix de bien raconter leur histoire, commencent à vraiment la raconter et ça je trouve ça très cool. Pour l'instant je passe un bien meilleur moment qu'au début, je suis pas contre l'idée de continuer la saga, donc vraiment on a évolué complètement par rapport à la première partie qui pour moi était juste trop quoi. Et là en plus il y a quand même pas mal d'action, il y a pas mal de choses qui se développent, le système de magie est beaucoup plus clair et je me dis ah finalement ça m'intéresse peut-être de savoir où ça va. Donc voilà. Je vais essayer de continuer à lire ce soir. Demain je vais essayer de vous faire un update et l'idéal ce serait que je puisse terminer cette vidéo mardi pour pouvoir vous la mettre en ligne mercredi. Ça va être short, surtout que c'est dense, même si c'est plutôt aéré, l'écriture est grosse, mais l'écriture est tellement dense que du coup c'est vrai que je mets du temps à le lire, donc on va voir, sinon bah, je déplacerai, je me débrouillerai, on verra. Donc je vais voir ce qui se passe par la suite tout simplement et puis je reviendrai vous en parler demain. Hello, on se retrouve, on est lundi soir et je viens vous parler puisqu'il ne me reste que 120 pages à peu près. J'ai un petit peu lu hier, j'ai un petit peu écouté sur le trajet et quoi de nouveau vous dire, j'aime bien la tournure des événements, j'aime bien la façon dont Arya arrive à découvrir les nouveaux mots, la façon dont ils viennent à elle, je trouve que c'est très intelligemment fait. J'ai toujours ce moment un peu cringe quand même par rapport au fait qu'il l'appelle amour. Ça me gêne un peu, mais bon après ça c'est vraiment purement personnel. J'aime vraiment de plus en plus les autres personnages, donc pas forcément ni Arya ni Killian, mais vraiment les personnages autour d'eux. Donc non c'est très chouette. J'en suis à un stade où je pense que j'ai envie de lire le tome 2. J'attends de voir la fin, j'attends de voir s'il y a une intrigue de fin qui me donne très envie de savoir comment ça va se terminer, comment ça va se poursuivre, ou si je peux m'arrêter là. Voilà, je suis encore indécise. En attendant, je vais vous laisser ici et puis je vous dis à demain. Coucou, on se retrouve pour clôturer ce vlog et pour découvrir le ou la grande vainqueur de cette deuxième bataille livresque. Alors déjà, on va parler de la passeuse de mots. Ce que je dirais en plus de hier, parce que hier j'étais quasiment à la fin, c'est que je suis un peu déçue parce que je trouve que la fin n'est pas waouh. Elle donne pas envie de tout de suite se plonger dans le tome 2. Il n'y a pas ce cliffhanger qui vous donne absolument envie de savoir la suite. Je trouve que c'est finalement une espèce de longue épopée qui doit s'arrêter à un moment pour faire des tomes, hein, mais que voilà, il n'y a pas ce côté waouh de la fin. Je suis un peu déçue. Par contre, c'est vrai que c'était quand même assez chouette, pas du tout un coup de cœur, mais surtout là, je pense que je vais seulement les écouter parce que Adeline Chedai est vraiment une super narratrice. En plus, il y a des effets par rapport aux mots. Quand par exemple Arya dit Luna ou Echo ou plein d'autres, mais je vais peut-être pas tous vous les dire parce que sinon ça va vous enlever un petit peu de plaisir de lecture. Il y a un espèce de son d'écho qui fait presque comme si on lançait un sort comme dans Harry Potter en fait, et je trouve ça vachement chouette le travail qu'ils ont fait là-dessus en audio, et je trouve que ça apporte vraiment une valeur ajoutée, surtout que comme je vous ai dit, je trouve que la lecture est quand même très très lourde, ce qui fait que je pense que je continuerai cette saga mais que je l'écouterai en audio essentiellement. La question est de savoir du coup si je revends mon exemplaire relié, sachant que j'ai pas trop envie de les avoir en physique.
Est-ce que je me procure les exemplaires brochés et est-ce que je me les procure pas du tout et je le garde juste en audio? Ça je vais en débattre, ouais, je vais réfléchir, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je réfléchisse. En plus, il y avait tellement de monde que je ne l'ai pas fait signer, donc ça me fera moins mal au cœur si je le vends, sachant qu'il n'est pas dédicacé. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que si je continue la saga, je la continuerai en audio uniquement parce que je trouve que ça aide vraiment déjà de 1 à s'imprégner dans le côté les mots, et en plus ça aide à passer un petit peu outre le fait que le style soit très lourd. Donc voilà, après je dis le style est lourd, c'est à mon goût il est trop lourd, mais il y a plein de gens qui le trouvent magnifique. Je ne juge absolument pas la qualité du style, je dis juste que par rapport à mes goûts il est trop lourd. Bref, je vous propose qu'on passe au vote. Pour les personnages, je vais mettre un 8 parce que j'aime beaucoup les personnages. Je ne supporte pas que Killian dise amour, mais j'aime beaucoup le personnage. J'aime beaucoup le personnage d'Arya et surtout j'aime bien les personnages compagnons. Vraiment, je les trouve très sympas. En atmosphère, je vais mettre 7 parce que pour le coup c'était franchement pas mal l'atmosphère. Par contre en écriture je vais mettre 4. Alors non, 4. Oh, je suis dure. 5. Je vais mettre 5. Je m'explique. Je trouve l'écriture très poétique et belle, mais je la trouve trop lourde à mon goût. Ce qui fait que je peux pas mettre plus de 5 parce que plusieurs fois pendant ma lecture je me suis dit ça c'est inutile, ça aurait pu être coupé, ça aurait pu être dit différemment, ça aurait pu être allégé. Et en fait ça m'est vraiment arrivé beaucoup, que ce soit en lecture physique ou en audio, et du coup je peux pas mettre plus. Je sais que c'est un petit peu ça passe ou ça casse avec la passeuse de mots, mais à mon goût c'était trop lourd. Voilà, après je ne peux pas nier qu'il y a une vraie valeur poétique et une douceur et une beauté dans la plume, ça je peux pas le nier. Ce qui fait que voilà, 4 c'était peut-être un peu sévère, mais je peux pas mettre plus que 5 en m'étant fait autant de réflexion. Au niveau de l'histoire, je vais mettre 6. Parce que en fait l'histoire c'est il y a une guerre et ensuite elle part pour découvrir ses mots. Et je trouve que ça manque un petit peu de but. Voilà, je trouve que ça manque un petit peu de but. Au niveau de l'intrigue, c'est le fait d'avoir envie de revenir à l'histoire. Pareil, je vais mettre 5 parce que en fait, vu qu'il y a peu d'intrigue, j'ai pas forcément une envie de me replonger dedans, voilà. Et je trouve que c'était un peu... En fait, il y a plein d'actions, mais je trouve que le fil rouge, il est trop flou, il est trop long, il est trop... Voilà, il manque un petit peu de rythme, malgré qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent. Je sais pas si vous me comprenez. Il y a plein comment dire, d'actions, réactions, conséquences, et puis on passe à un autre paysage, encore un autre paysage, mais pour moi le but et le fil rouge est trop flou et pas assez exploité. Voilà. Au niveau de la logique, par contre je vais mettre un 7 parce que j'ai trouvé que ça avait même... Vous savez quoi? Je vais même mettre un 8. Parce que je trouve qu'au niveau de la logique c'était très bon. Et la façon dont ils ont pensé les différents mots et la façon dont ils ont été intégrés et développés par Arya, j'ai trouvé ça vraiment génial et je trouvais que c'était très intelligent. Par contre, en appréciation, je vais mettre un 6. 6? Non, allez, je vais mettre 7 quand même. En fait, j'aimerais bien mettre 6,5 mais je peux pas. Je ne peux pas mettre 6,5. Donc on va mettre 7 parce que 6 c'est peut-être un petit peu dur. Ce qui nous fait une moyenne de 6,57 et une moyenne d'étoiles de 3,5, ce qui place Emma en 3e position. Et donc la grande gagnante de cette bataille livresque, la 2e édition, c'est Louise des Affaires de Louise avec The Love Hypothesis, et quand j'y repense, c'était vraiment mon préféré des 5. Alors il y a eu des petits couacs, je pense que l'espace d'un an c'était pas fait pour moi, je pense que le Sang de la Cité, j'aurais pas dû le lire à cette période. La passeuse de mots c'était plutôt correct, le Charlie Lapena, le thriller de Lovelda c'était très chouette mais pas un coup de cœur, et ouais The Love Hypothesis c'était quand même vachement cool. Du coup Louise gagne haut la main cette 2e bataille livresque. Je voudrais dire un grand merci à ces 5 merveilleuses personnes dont je vous mets tous les comptes en barre d'infos. Allez les suivre à gogo parce que en plus d'avoir des super goûts littéraires, ce sont des personnes adorables dans la vraie vie, donc vraiment
go pour les follow et j'adresse à ces personnes un désolé du fond du cœur si jamais je n'ai pas apprécié à juste valeur un de vos ouvrages préférés de l'année dernière. Encore une fois je le dis mais je pense que c'est super important de le répéter, ce n'est pas que je considère que les ouvrages sont mauvais, c'est juste que par rapport à mes goûts c'est pas forcément en adéquation. Voilà, ça arrive, on peut pas tout aimer mais il y a sur chacune des listes des grosses pépites que j'ai adorées. Donc voilà, un grand merci à vous en plus d'avoir accepté de participer. On se retrouve pour une 3e bataille livresque, sûrement en juin, voilà. Merci à vous qui avez regardé ce très long vlog, hein. C'est presque un film hein, à force. Hein. J'essaye pourtant, vous savez, si vous saviez comment j'ai coupé, si vous saviez, sinon on était sur 2h30 là. J'essaye de raccourcir, donc si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez l'emoji, comme la dernière bataille livresque. Je crois que j'avais demandé ça. L'emoji tout rouge là qui a une perle de sueur qui coule tellement voilà c'était long, c'était dur, voilà on arrivait au bout. Et puis merci à vous pour tout le soutien que vous m'apportez comme toujours à chaque vidéo. Si jamais vous souhaitez me soutenir davantage, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et un pouce en l'air. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.